va commencer la première partie, la question citoyenne. Donc, alors, Noël est très déçu de ne pouvoir être là pour cette question citoyenne, telle qu'a été sa commission qui ont travaillé sur ce sujet, mais on va inviter pour poser la question. Ouais. Donc, allez-y. Après, on laissera la parole à l'adjoint et la commission pour répondre à cette première question. Merci. Bonjour à tous. Voilà, on a une question qui nous est venue avec mon mari et on n'est pas les seuls à penser ça. En fait, la question, c'est la suivante. Trouvez-vous écologique de faire 30 km pour aller porter nos déchets verts aux déchetteries? Alors, on entendait les déchetteries de Ligné ou la déchetterie de Mésanger. Ça fait à peu près environ 30 km. Et en imaginant que comment on pouvait mettre à disposition, peut-être la commune pouvait mettre à disposition un terrain et qu'on puisse au moins déposer nos déchets verts voilà, sur un terrain de la commune. Ça s'est fait à une époque. C'était géré par les volontaires de l'association Nature Oudon, je crois, parce que c'est vrai qu'il faut une permanence en gestion. Mais bon, ça ne se fait plus. Et nous, on ne parle pas des gros déchets, hein. Bien sûr, la déchetterie, les déchetteries qui existent à Ligné, à Mésanger, elles ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le déchet vert, en plus, c'est une période de l'année, c'est pas forcément toute l'année. Et ça, je ne sais pas la production que ça peut représenter, parce qu'il y a aussi les déchets verts de la commune, probablement, qui sont déposés quelque part. Bon, bref. Voilà, c'était ça la question. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser Bertrand, si tu veux répondre. Donc je m'appelle Bertrand Pinel, je vais me présenter pour le live. Qui a commencé? Il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé. J'étais prêt pour le show, moi. Donc d'abord, merci à tous les deux d'avoir posé cette question, voilà, qu'on estime tout à fait pertinente. C'est notre première. Donc juste pour en deux diapos apporter des éléments de réponse qui j'espère sera un premier élément de réponse à votre question. Donc d'abord ça a été un sujet relevé au sein de la commission donc environnement, patrimoine bâti et naturel, donc on l'appelle le PBN. Donc dès l'année dernière en novembre 2020. Bon, compte tenu du contexte, c'était un peu chaud pour organiser quelque chose, donc on a laissé passer le temps. Mais en tout cas, ce qui a été aussi le cas, c'est que dès qu'on a réuni le comité consultatif EPBN, donc c'est-à-dire les citoyens un peu comme vous qui se sont engagés autour du conseil municipal, là, donc ils sont une quinzaine, ce sujet-là est revenu, et citant exactement les mêmes arguments que vous avez cités en matière de distance, et de dire aussi ça avait existé du temps de Nature Oudon, et aussi
Ok. Bonjour à tous. Donc, quelques remarques concernant le conseil municipal. C'est la première fois, je dis une remarque et je ne fais pas ce que je vais dire après. C'est la première fois que ce conseil va être diffusé en audio. Donc pour que ce soit audible, il faudra qu'on respecte certaines règles. Donc d'une part, vous allez, si vous demandez la parole, vous allez lever la main. C'est moi qui vous donnerai la parole et je dirai le nom et le prénom. Donc excusez-moi, c'est pas parce que je suis moins familier, mais je donnerai le nom et le prénom pour que les gens qui écoutent sachent qui prennent la parole. Premièrement, et quand vous prenez la parole, vous avez le droit d'enlever votre masque parce que voilà, quand on fait l'essai avec le masque, ça atténue vraiment la voix et on a du mal à entendre la question ou la réflexion. D'accord ? Voilà, donc on va commencer ce conseil municipal. Donc il y a un certain nombre d'absents, c'est la première fois qu'il y a tant d'absents. Donc Noël Perrouin qui donne pouvoir à Gilles Daono, Céline Plessis qui donne pouvoir... Alors Céline Plessis qui est présente pour l'instant, mais qui devra partir au cours de la séance, qui donnera pouvoir à ce moment-là à Séverine Duguet. Hugues Lemonnier qui donne pouvoir à Christophe Plantive, Nathalie Richard qui donne pouvoir à Annie Bollard, Annie Vinet qui donne pouvoir à Christophe Plantive, Pascal Glémin qui donne pouvoir à Xavier Coutenceau, Amélie Villain qui donne pouvoir à Xavier Coutenceau, Alexandra Cheval qui donne pouvoir à Anthony Bourreau. On a toujours le droit d'avoir 2 pouvoirs jusqu'à fin septembre. Séverine ? J'ai une question. Sur le papier, Séverine Duguet, pardon. Oui, pardon. Sur le papier, j'ai pouvoir pour Annie Vinet aussi. Alors je ne sais pas si c'est Christophe ou moi. Non. Sur le document que j'ai sous les yeux là. Et... Annie Vinet a donné pouvoir à Séverine Duguet. C'est une erreur de ma part. Voilà. Donc, par contre, tu es encore nommé là parce que tu es secrétaire de séance. Et donc, première chose, vous avez reçu avec la note de synthèse donc les procès-verbaux des conseils des 26 mars, 22 avril et 4 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces conseils municipaux ? Xavier Coutenceau, vas-y. Pardon. Oui, la remarque, elle porte justement sur ce que tu viens de donner, les dates des conseils municipaux. J'ai imprimé les 48 pages, c'est-à-dire qu'il y a 96 pages au total à lire en une semaine. On redemande, comme on l'avait déjà demandé, qu'on n'ait pas des conseils municipaux, des PV de conseils municipaux qui datent du mois de mars. On a beau les relire, on ne sait pas ce qu'on avait dit, on ne se rappelle plus ce qu'on avait dit au mois de mars. Bon, maintenant, avec l'audio, ça va nous aider. Mais on redemande que les conseils, les PV des conseils municipaux, on ait ceux du mois précédent à voter, et non pas des conseils municipaux qui datent du mois de mars quand on est au mois de septembre. Merci on essaie de faire du mieux possible. Merci de ta remarque. On va commencer donc l'ordre du jour. Donc, pour rappel, dans notre campagne, on avait défendu donc 2 valeurs, la transition écologique et la démocratie participative. Ce socle de valeurs, nous voulons qu'il irrigue chaque projet, chaque décision municipale. Donc c'est pour ça que 2 élus ont été nommés référents, donc Bertrand Pinel pour la transition écologique et Céline Plessis pour la démocratie participative, qui sont chargés donc de veiller à ce que les 2 valeurs soient bien déclinées. Donc pour la partie transition écologique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la question citoyenne. Un comité consultatif a été mis en place avec des bases de réflexion sur différents sujets comme la question citoyenne, comme j'ai dit, la gestion différenciée ou l'atlas de la biodiversité. Bertrand en reparlera tout à l'heure en séance. De la même façon, depuis plusieurs années, plusieurs mandats même, à travers les cafés villages, les réunions publiques, les comités consultatifs ou les commissions d'action municipale, comme on appelait ça avant, et j'en passe, la population et les associations sont régulièrement associées aux décisions communales. Pour formaliser cela, le groupe de travail démocratie participative vous propose une charte. Céline Plessis, référente démocratie participative, à toi la parole pour la première délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous arrivons ce soir au moment le plus important de la vie de cette charte. C'est le début. On va voter ce soir pour le début de cette charte. C'est un projet qui est mis à disposition donc, sur votre table. Le fond que vous allez trouver est définitif. Par contre, la forme, c'est une version bêta. Cette charte fera l'objet d'une déclinaison à la fois papier, mais aussi
web, donc en ligne sur le site internet, consultable et bien évidemment, elle sera imprimable et consultable à loisir. Alors, pourquoi cette charte? Comme l'a dit Monsieur le maire, il s'agit pour nous ici de formaliser ce qui est déjà un peu inscrit dans nos gènes depuis plusieurs mandats, et là je fais référence à nos prédécesseurs et prédécesseuses, c'est de vraiment formaliser cette pratique que d'associer ce qu'on appelle des experts d'usage et des citoyens à nos travaux pour, c'est la vocation de la démocratie participative, inciter à la participation, redonner goût à la vie communale et aux décisions publiques. Alors, comment a-t-elle été rédigée? Elle a été rédigée sur le contenu. J'avais présenté ici en conseil municipal informel le 4 avril dernier les grandes lignes. Ces grandes lignes ont ensuite été retravaillées grâce à l'intervention du comité démocratie participative et même encore en son sein avec un comité de rédaction. Il nous a fallu quand même un certain nombre de séances de travail, à savoir 3. Comment est composée cette charte? Elle comprend à la fois un document très formel qui comprend les définitions et les engagements. Alors quand j'entends engagement, quand je parle engagement, c'est à la fois l'engagement des élus, mais aussi l'engagement de tout citoyen et toute citoyenne qui souhaite participer à une activité ou à une action mise en place dans le cadre de la démocratie participative. Elle comprend aussi cette charte une annexe. Cette annexe est davantage illustratrice. Elle développe des exemples d'instances locales et définit et décline les différents niveaux de participation. Voilà. La composition de la charte. Elle comprend donc un préambule qui reprend le contexte général, comme l'a expliqué Monsieur le maire, et à qui elle s'adresse. Donc aux élus, aux agents, parce qu'évidemment les agents vont bien évidemment mettre en place cette charte de la démocratie, cette participation citoyenne. Donc les Oudonnais, les Oudonnaises qui s'engagent dans la démocratie participative, dans la démarche participative. Elle comprend également le rappel des définitions des différentes démocraties, à savoir la démocratie représentative et la démocratie participative, qui sont bien évidemment présents dans le règlement intérieur de la collectivité, et les principes généraux de la participation citoyenne que je redonne ici, à savoir l'égalité, le respect et la convivialité, l'engagement dans la durée, parce que lorsque tout citoyen ou toute citoyenne décide de participer et de s'engager dans un comité consultatif, eh bien évidemment, l'objectif c'est que ce soit dans la durée. La pluralité et enfin la transparence, qui est un dernier principe qui s'applique exclusivement aux élus. Et enfin, elle comprend, cette charte, les différents degrés de la démocratie participative, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et enfin, pour terminer, comme je le disais, l'engagement des élus et un pavé de signature que chaque citoyenne et citoyen sera invité à signer dès lors où il s'engage dans une action participative. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Eh bien, je vais lire la délibération et ensuite vous inviter à voter. Il est précisé que la municipalité élue à l'occasion des élections qui se sont tenues en mars 2020 a pris l'engagement d'établir comme socle de son action et la mise en œuvre de ses politiques publiques la démocratie participative. Si les élus des mandatures précédentes ont déjà eu l'occasion de mettre en œuvre des actions participatives, il n'avait pas été ressenti à l'époque le besoin de formaliser cette participation. C'est dans la volonté de multiplier et diversifier les instances qui donneront corps à cette participation citoyenne que les élus font le choix de préciser les grands principes et les engagements liés à la démocratie participative au sein d'une charte votée par le conseil municipal issue de la mandature 2020-2026. Cette charte s'adresse à la fois aux élus, aux citoyennes et citoyens, aux représentants et membres d'associations oudonnaises, aux commerçants artisans, aux agents municipaux et partenaires institutionnels municipaux qui s'inscrivent dans une démarche participative initiée par la commune d'Oudon.
sur ce projet de charte? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Céline Plessis, je peux le dire, mais bon. Et donc tu vas continuer pour la partie enfance, éducation, affaires scolaires. Pardon, Anthony Koraboff. Ouais, ton masque, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir, mais c'est par rapport à la note de synthèse. Je ne comprends pas. Ce qui est marqué sur la note de synthèse avec les pouvoirs et ce que vous avez présenté au tableau, c'est pas les mêmes. Oui. C'est normal. On a dit qu'il y avait une erreur dans ce que j'avais présenté. Il y a un nom que j'avais inversé. Voilà. Pas entendu. Hein? Ouais, okay. Céline, précis. Alors, effectivement, vous avez tous eu donc, le compte-rendu de la commission Enfance, Éducation, Affaires scolaires. Je voulais partager un petit peu avec vous un petit focus sur la rentrée scolaire. Donc, comme vous le savez, le protocole, ou peut-être pas forcément, mais le protocole qui s'applique aujourd'hui, donc applicable sur le temps scolaire et le temps périscolaire, c'est le protocole de niveau 2, donc c'est celui qui s'appliquait déjà au moment de la fin de l'école en juin dernier. Donc en quelque sorte, c'est assez entre guillemets confortable puisque voilà, on a pu réinstaurer des gestes et des gestes barrières bien sûr, mais toutes les mesures qui avaient été mises en place à la sortie de classe pour la rentrée. Donc en cela, c'est une relative continuité et c'est assez confortable en quelque sens. Concernant les effectifs des écoles, ils sont relativement stables. Pour l'école Jules Verne, nous sommes à 260 élèves contre 264 l'an passé et à 180 élèves à l'école Saint-Joseph, effectifs qui sont identiques à ceux de l'année dernière. Un petit point concernant la restauration scolaire, où évidemment également le protocole sanitaire de niveau 2 s'applique, ce qui implique qu'il n'y a pas de brassage entre les classes. Et donc, ça nous a obligés, comme au mois de mai et au mois de juin, de faire des déports de restauration scolaire dans des bâtiments qui ne sont pas prévus pour à l'origine. Donc, les maternelles sont accueillies, les maternelles de l'école Jules Verne sont accueillies dans les salles fixes et Nemo, et les primaires de l'école Saint-Joseph sont accueillis dans le club de l'amitié. Voilà. Je rappelle que le service est à table et pour tous les enfants, hein, et y compris ça va jusqu'au morceau de pain et l'eau. Donc voilà. C'est pas simple, mais désormais les gestes sont rodés, y compris pour les enfants. Et je dirais de manière générale, la rentrée s'est plutôt très bien passée. C'est encore moi. Alors oui, vous avez pu le voir, notre collègue Noël Perroin n'est pas présente avec nous ce soir, elle est excusée, et elle m'a demandé en tant que membre de la commission Jeunesse, Sport, Loisirs de vous faire part de la cérémonie de label Ville active et sportive. Cette cérémonie nationale s'est tenue le 26 août dernier à Brest. Où nous avons eu la chance de participer donc, avec Noël Perroin. Elle s'est déroulée en différents temps, avec un premier temps de sensibilisation avec une table ronde réunissant à la fois des professionnels du sport, mais aussi un médecin du sport, où là on a été à nouveau sensibilisés à la nécessité de pratiquer le sport pour rester en bonne santé et surtout lutter contre la sédentarité, et notamment avec un public très concerné suite aux périodes de confinement, à savoir les enfants. C'était extrêmement enrichissant, mais aussi extrêmement inquiétant. Il y a eu un second temps, celui-ci proprement protocolaire pour la remise des labels, avec dans un premier temps les villes qui avaient été distinguées en 2020, puisque cette cérémonie n'avait pas pu avoir lieu compte tenu des conditions sanitaires. Et donc 2020, puis ensuite est venu le label 2021. Donc, comme vous avez pu le constater, la commune a été gratifiée d'un laurier supplémentaire par rapport à 2018,
Alors, bien évidemment, c'est une grande fierté pour nous. C'est une fierté à différents niveaux. C'était à la fois pour nous l'occasion de montrer les couleurs d'Oudon à un échelon national. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, à la fois pour nous et montrer que les politiques publiques en matière de soutien à la vie sportive et à la vie active, eh bien, pour une commune de 3 900 habitants, c'est possible aussi et d'être distingué à un très haut niveau. C'est une fierté de pouvoir monter sur le podium sur le même rang que les communes les villes plutôt de Caen, Limoges, plus près de nous Pornic ou encore Toulon. Donc là aussi une grande fierté, et puis enfin une très très grande fierté aussi parce que lorsque Noël Perouin est montée sur le podium, évidemment elle avait à l'esprit toutes les associations et toutes les bénévoles et les pratiquants et les pratiquantes qui chaque jour eh bien, font vivre le sport et l'activité sportive sur notre commune, et aussi évidemment les agents de la collectivité qui permettent de garder en bon entretien et les structures qui sont les nôtres, et bien évidemment le patrimoine dont on dispose qui est une valeur sûre et quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, vous étiez un peu aussi, vous les membres du conseil municipal, dans nos cœurs à ce moment-là. Et bien tout ça, ça donne envie, bien évidemment, de pousser encore le curseur un peu plus loin, hein, et puis de prendre à bras le corps la nécessité de faire encore davantage pour lutter contre la sédentarité et agir encore pour le sport, pour une meilleure santé pour chacune et chacun. Donc voilà, on viendra avec Noël vous proposer des actions pour lutter contre la sédentarité et être encore un peu plus active et sportive. Merci. Merci beaucoup, Céline. Donc, Nelly Hardy, on va passer de tourisme, culture événementielle. Considérant qu'il convient de fixer des tarifs du bar et de la buvette en cas de manifestation, donc notamment prochainement le marché de Noël, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs 2021 de la buvette des animations organisées par la commune comme suit. Faut-il que je détaille ? Est-ce qu'il faut que je détaille ? Non. Alors, en fait, vous avez l'ensemble des tarifs qui étaient proposés en 2020. Et sur la proposition 2021, donc seulement 2 tarifs ont été modifiés. Il s'agit de celui du jus d'orange pour 20 centilitres, donc 1 €, et la bière de Noël en pression, donc qui passe de 2,20 € à 2,50 €. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Pardon ? Non, Xavier Coutenceau, juste une question. Pourquoi le jus d'orange double comme ça prend 50 €? Tout simplement parce que précédemment, ce n'était pas du vrai jus d'orange. Maintenant, c'est du jus d'orange 100% pur jus. Continue Nelly pour la commission. Alors, la commission s'est réunie le 6 septembre afin de faire un état en fait sur les œuvres qui ont été réalisées lors du dernier symposium qui s'est déroulé sur la première quinzaine d'août près du port. Donc, à ce jour, donc, la commune dispose d'un parcours de sculpture composé de 30 œuvres, 30 sculptures monumentales, en sachant qu'il y a eu donc 5 œuvres réalisées par les sculpteurs lors du dernier symposium, et une autre qui avait été réalisée précédemment qu'il faudra aussi mettre en place. Donc l'objectif de cette commission était d'aller voir sur place quels étaient les emplacements les plus appropriés pour pouvoir installer ces œuvres. Alors il faut savoir qu'avant tout, lors du symposium, donc, il y a eu des échanges avec les artistes qui souhaitent évidemment avoir un lieu opportun en fonction du matériau, en fonction de la réalisation, évidemment, puisque chacun a un savoir-faire particulier. Donc, nous sommes allés donc, avec la commission repérer les lieux qui étaient identifiés par les artistes, évidemment en partenariat aussi avec l'association OCAP qui a organisé cette manifestation. Donc on va découvrir ensemble les lieux. Donc à ce jour, donc, on est, comme je vous disais, à 30 sculptures. Une fois l'implantation, une fois la mise en place de ces œuvres, donc le parcours de sculpture sera composé de 36 sculptures monumentales.
Alors, on découvre la première œuvre donc, sur votre gauche. Donc, il a été proposé de la mettre en place, donc Côte Saint-Aubin, donc au-dessus du Café du Havre. Alors, l'objectif de cette œuvre aussi, ce serait d'avoir un produit d'appel, notamment quand on arrive de la place du Havre. Ça permettrait d'avoir en fait un visuel, puisque cette œuvre sera visible de la place du Havre. Donc, ce serait un moyen aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu de sculpture en arrivant au Centre-Bourg, de les inciter à rejoindre en fait la Côte Saint-Aubin, puisqu'à proximité, il y a l'office de tourisme. Et en allant à l'office de tourisme, on peut récupérer aussi les plaquettes. Il est proposé également de mettre en place une œuvre donc, en pierre, rue de la Loire. Donc, dans ce secteur, donc, il a été mis en place 2 œuvres il y a 2 ans. L'objectif, ce serait d'étoffer justement tout ce secteur pour avoir un lien, un cheminement qui paraisse plus logique aujourd'hui, parce que là, c'est un petit peu plus clairsemé actuellement, en sachant que cette œuvre en pierre blanche ressortirait bien dans ce secteur. C'était aussi le souhait de l'artiste. Alors là, c'est un choix aussi de l'artiste qui a réalisé cette œuvre, qui propose de l'installer. Alors, on a en fait une personne qui s'est positionnée à l'emplacement de l'œuvre. Donc, c'est une personne du service technique qui remplace la sculpture. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de positionner cette œuvre donc sur une parcelle en fait qui appartient à la résidence du Havre. Donc, évidemment, c'est sous réserve de l'autorisation de la résidence du Havre pour pouvoir la mettre en place. Alors, c'est un lieu quand même très passager, parce que vous savez que chaque dimanche se déroule le marché à proximité. Alors, actuellement, donc, le pont est en travaux, le pont du Havre. Il y a donc un souhait de la part des différents interlocuteurs, à savoir l'artiste qui a réalisé cette œuvre en métal, l'association et la commission tourisme, donc ont tous émis le souhait de positionner cette œuvre à proximité d'un point d'eau. Donc là, quoi de mieux que le Havre, la rivière du Havre. Donc on imagine complètement donc la mise en place de cette œuvre en métal sur la partie verdoyante, donc près de l'escalier, avec un petit cheminement, avec des espaliers. Donc l'objectif serait de pouvoir la voir aussi, de l'observer de la rue Alphonse Souchard. La dernière œuvre du symposium réalisé cette année, donc le souhait, ce serait de pouvoir la mettre en place rue Alphonse Souchard, donc entre la tour et le port, parce que ça permettrait dans ce cas de mettre en place un autre cheminement qui partirait de l'office de tourisme jusqu'au port, alors que précédemment on passait par la rue de la Lavanderie à l'aller et au retour. Donc là, on longeait un peu plus le port, mais là, ça permettrait d'être vraiment au pied de la tour et d'avoir, pour quelqu'un qui ne connaît pas la commune, de pouvoir découvrir aussi les petites ruelles à proximité, entre autres la rue du Château. Voilà, donc l'œuvre, en fait, surplomberait la rue Alphonse Souchard. Voilà. Et enfin, donc, c'est une œuvre qui n'avait pas été mise en place jusqu'à maintenant. Elle a été mise en valeur donc, lors du dernier symposium donc, dans la galerie du Leclerc d'Ancenis, Ancenis-Saint-Géréon. C'était un outil de communication, mais bon, à un moment donné, il faudra quand même la positionner quelque part et surtout la mettre en valeur. Donc, c'était le souhait aussi de l'artiste qui avait réalisé cette œuvre. Donc, la proposition qui a été faite, c'était la digue du port. Donc, l'intérêt, c'est que ça permettrait, il s'agit d'une œuvre avec de la dalle de verre, en sachant qu'il y a vraiment des beaux, alors entre le lever du jour ou le coucher de soleil, on peut obtenir franchement de très très belles couleurs à travers cette dalle de verre. Voilà, donc ça représente bien donc, les 6 œuvres. Y a-t-il des oppositions à la mise en place de ces œuvres? Des abstentions? Non. Merci à vous. Merci Nelly. Tu vas continuer sur cette délibération, mais je vais sortir. Ceci. Ok.
Délégation accordée au maire par le conseil municipal au titre de l'article L. 2122-22 du CGT alinéa 15, droit de préemption. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il est donc investi d'une compétence générale. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité, le conseil municipal n'étant pas tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre, que pour des motifs de bonne administration, notamment ne pas alourdir inutilement les débats avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs pour la durée du mandat, selon une liste limitativement énumérée à l'article L. 2122-22 du CGT. Il est indiqué que les pouvoirs délégués au maire doivent, selon l'article L. 2122-23 du CGCT, feront l'objet d'une information à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, c'est-à-dire une fois par trimestre. Il est précisé que, conformément à l'article L. 2122-23, le maire a la faculté de subdéléguer les attributions qui lui sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-19 et suivant, considérant qu'il y a lieu pour faciliter la bonne marche de l'administration municipale de donner délégation à Monsieur le maire en application des alinéas de l'article L. 2122-22 du CGCT, il est proposé au conseil municipal de donner délégation à Monsieur le maire d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal. Préciser qu'une information sera donnée régulièrement en séance du conseil municipal sur la délégation accordée à Monsieur le maire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Merci. Merci Nelly. Donc maintenant, urbanisme, affaires foncières. Donc premièrement, une session, on en avait parlé au dernier conseil, donc c'est arrivé juste à la dernière minute, on n'avait pas pu le passer au niveau du conseil. C'est une session au niveau de la Dodinière. Alors la Dodinière, pour vous situer, c'est le village qui est de l'autre côté de l'autoroute, en allant vers Couffé. Il y a route de Couffé, juste après l'autoroute, on prend à gauche, il y a une maison, la Dodinière, elle fait partie d'Oudon. Voilà. Et donc, le chemin d'accès à cette partie-là, il y avait une moitié qui a été vendue par la commune de Couffé, parce que c'est un accès privé. Et donc là, on délibère pour la deuxième moitié. On s'était mis d'accord pour vendre la parcelle 85 à monsieur et madame Gentilhomme Dominique. Voilà. Donc, ça avait été vu en enquête publique, le commissaire enquêteur et tout ça. Donc, il est exposé au conseil municipal qu'il importe de régulariser l'emprise du délaissé de la voirie de la VC 69 devant la propriété de monsieur et madame Gentilhomme, Dominique et Cathy, au lieu dit la Dodinière. Donc, vu la promesse d'acquisition en date du 11 mai 2021 établie par monsieur et madame Gentilhomme, Dominique et Cathy au prix de 5 € du mètre carré, considérant que ce terrain, par de sa situation, sa configuration, sa superficie, n'est pas adapté pour un équipement public et compte tenu de la desserte unique et en impasse de l'habitation des intéressés située en zone A, peut être cédé conformément à leur demande la moitié de la VC 69, condition du prix exposé ci-dessus. L'autre moitié, Couffé a vendu. Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'alignation du terrain 6, la Dodinière, cadastrée YD 85, d'une contenance de 82 m², pour un montant global de 1 410 €, et de m'autoriser à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à l'alignation de ce terrain au profit de monsieur et madame Gentilhomme, Dominique et Cathy, et à passer l'acte en cession de l'étude notariale de lignée 44 850. Voilà.
pour cette vente de terrain? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, je voulais donner une... compte rendu, pardon. Avant, il y a la commission urbanisme affaires foncières. Est-ce qu'il y a des... Donc, vous avez reçu les comptes rendus. Est-ce qu'il y a des remarques? Alors, pour les comptes rendus urbanisme, vous avez pu voir sur les comptes rendus, on a émis les têtes de chapeau. Urbanisme, il y a un domaine comme aussi confidentiel. Donc voilà, par rapport, on n'a pas les listes des chapitres. Et donc, si vous avez des questions sur ces deux comptes rendus, allez-y. OK. Information Pont du Havre. Donc, alors ça aurait pu être fait en voirie, c'est mis ici parce que Hugues n'est pas là. Donc, information juste, si vous avez vu, si vous avez reçu le magazine du département, certains l'ont vu très vite. Dans le magazine du département, il y a eu une information comme quoi le Pont du Havre ouvrait mi-octobre à la date qui était initialement prévue, après le premier report. Donc, on s'est renseigné tout de suite auprès de l'architecte et du chef, l'architecte et le chef des chantiers au niveau du département, qui nous a répondu que c'était une erreur de leur part. Ils avaient oublié de communiquer à leur service communication que la date avait changé, mais que la date est bien prévue comme ils avaient dit au dernier communiqué de presse qu'ils ont envoyé. Donc l'ouverture est prévue au 10 novembre. Et pour l'instant, à cette date, ce matin, quand il a envoyé le mail, hier matin, pardon, quand il a envoyé le mail, c'était encore le 10 novembre. Donc derrière, c'est le conseil départemental, mais la date prévue est bien comme au dernier communiqué de presse, le 10 novembre. Par contre, il va y avoir des travaux encore sur la chaussée. On a exposé, puisqu'il y avait quelques questions parfois d'où donner, que là, le revêtement, c'est un revêtement provisoire. Il va être vieilli avec une machine. Donc le revêtement, l'accès va être fermé 2 jours pour vieillir. Ceux qui font partie de la commission voirie pourront m'aider si je dis une bêtise. Mais il va être vieilli par une machine de façon à faire ressortir les grains au niveau du revêtement. Et deuxième point, il y aura tout le mobilier urbain qui doit arriver fin septembre, début octobre. C'est ça, Franck? Voilà. Donc voilà pour les informations sur le travaux du Havre. Donc non, c'est pas mi-octobre, c'est bien le 10 novembre au plus tôt. Voilà. Toujours en urbanisme, on a engagé une procédure de modification du plan local d'urbanisme. Donc je vais vous proposer une délibération. Donc je vais lire assez rapidement toute la délibération. J'ai mis un tableau avec tout ce qui est demandé dans cette modification du PLU. Donc si on partage assez rapidement, donc première chose, actuellement dans la zone des jardins partagés, il n'est pas possible de créer des habitations légères, il faut des abris de jardin. Donc possibilité de mettre dans la zone NLI des abris de jardin pour, en l'occurrence, les jardins partagés. Une erreur sur le PLU qui a une zone UBI, donc urbanisable, inondable, mais qui est dans la zone PPRI. Donc techniquement, PPRI, c'est impossibilité de nouvelle construction. Donc l'objectif, c'est de supprimer cette zone UBI et de la passer en zone interdite à la construction, comme c'est le PPRI. L'OAP, SITER, les OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. Donc il y a eu, dans le site E, il y a une liaison douce qui a plus raison d'exister. Elle n'a pas été supprimée au moment de... Elle était là au départ, elle n'a pas été supprimée par la suite du PLU parce qu'il y a eu des modifications. Il faut la supprimer pour que ce soit cohérent par rapport à la zone de l'OAP. Une autre OAP au niveau de la Babonnière. Donc, est-ce qu'on va accepter un projet par phase au niveau de ce projet-là et est-ce qu'on peut modifier la densité tout en sachant qu'il y a un problème de sécurité au niveau de cette OAP, au niveau de l'accès sur la départementale. C'est totalement dans le virage de la Mabonnière et qui est un endroit où on sort de la Pilardière. C'est dans cette zone-là. Voilà. Donc le département pourrait mettre un veto tout de suite là-dessus. Il y a pas, voilà. OAP rue de Bellevue, pareil. Donc il y a une demande de diminuer la densité sur la partie basse d'une personne, donc, ou de garder la densité au global sur les 2 sites, mais de diminuer sur la partie basse, vu la configuration, vu le terrain et vu la maison. Donc là, voilà, le cabinet, de toute façon, va travailler là-dessus. Et derrière, il y a enquête publique, je le redirai tout à l'heure, mais il y a enquête publique, donc on verra les conclusions du commissaire enquêteur. OAP de la côte Saint-Aubin, c'est pareil, le propriétaire demande de décaler la limite de l'OAP tout en gardant la densité. Centre équestre, la zone
NL3, donc naturel, loisirs et 3, c'est vraiment la zone du centre équestre. Donc la gérante du centre équestre désire régulariser des choses qui n'ont jamais été déclarées au niveau du centre équestre. Dans le PLU actuel, elle ne peut augmenter que de 50 m², donc clairement, ça ne lui suffit pas du tout. Déjà qu'il y a 350 m² d'existants de briquet de broc, donc elle veut refaire quelque chose de propre et garder ses existants. Donc l'idéal qu'elle aimerait, c'est 350 plus 150 supplémentaires pour des box pour pouvoir développer un petit peu. Donc pareil, le cabinet va travailler sur cette possibilité. Autre chose, une parcelle qui a été construite pendant l'élaboration du PLU, donc qui est classée en naturel et agricole, qui doit passer en UB. Donc une parcelle qui était au ras d'un village et qui a été construite pendant le PLU. Et il reste 4 petites choses, donc 3 choses qui sont très administratives. Donc l'intégration du nouveau classement sonore des infrastructures terrestres. Donc par rapport à la voie ferrée, la zone était de 250 mètres avant par rapport à la voie et ça passe à 100 mètres. Donc il faut acter ça dans le PLU que la zone de nuisance sonore, c'est 100 mètres à partir de la voie ferrée. L'intégration du schéma directeur qu'on avait voté la dernière fois, l'arrêté, il faut l'intégrer au PLU aussi. Et aussi une annexe. Oui, alors ça, c'est actuellement, les annexes sont soit en limite de propriété, soit à 2 mètres. Et ça pose problème pour des gens qui veulent mettre des annexes pour conserver l'accès pour l'entretien et tout par rapport aux mitoyennetés. Donc il y avait une demande de passer à 1 mètre. Donc voilà, le cabinet va travailler, si c'est possible, simplement sur les annexes à 1 mètre de la limite de séparative. Et dernière chose, dans les dispositions générales, on avait des clôtures. Qu'est-ce que c'était cette délibération? Ah oui, non, pardon, c'est une erreur de date. On a mis 2017 alors que cette délibération était de 2007. Voilà, donc voilà, ça fait partie de la modification du PLU. Donc là, c'est plus vraiment administratif. Donc je vais vous lire un petit peu la fin de la délibération, parce que je vais pas vous relire les 7, non, j'ai pas dit 7, je sais plus le nombre, la dizaine de points. Par contre, les modalités de la concertation. Bon, voilà. Donc, modalités de concertation. Dans le cadre de cette procédure, une concertation publique sera mise en place selon les modalités suivantes. Durée de la concertation. La période de concertation se déroulera sur la période courant du lundi 20 septembre 2021 au samedi 30 octobre 2021. Moyens d'information retenus pour toute la durée de la concertation. La présente délibération sera affichée en mairie d'Oudon. Une notice de concertation présentant les différents objets du projet de modification sera mise à disposition du public en mairie d'Oudon, version papier, et sur le site internet de la commune, version numérique. Un article spécifique dans le bulletin municipal rappellera l'engagement de la procédure et les modalités de la concertation retenues. Ces éléments seront pris sur le site internet de la commune. Moyen de collecte des observations retenues pour toute la durée de la concertation. Observation papier, un registre disponible en mairie d'Oudon sera associé à la notice de concertation, permettant au public de faire part de ses observations. Observation numérique, l'adresse email suivante permettra au public de faire part de ses observations au format numérique urbanisme@oudon.fr. Bilan de la concertation, un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de cette période. Vu le PLU d'Oudon approuvé le 21 février 2020, vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-36 à l'article L153-44 relative à la modification du droit commun d'un PLU, vu l'article 40 de la loi ASAP qui modifie les dispositions légales des articles suivants, nommés, je ne vais pas les relire, il est proposé au conseil municipal de décider l'engagement de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, d'approuver les modalités prévues pour la concertation relative au projet de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, de m'autoriser à signer tout document se rapportant à la présente délibération, de préciser qu'en conformément à l'article R153-20 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R153-21 du Code de l'urbanisme, d'afficher pendant 1 mois en mairie et mention de cet affichage inséré en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Publication au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R2121-10 du Code général des collectivités territoriales, puisqu'il s'agit d'une délibération de conseil municipal d'une commune de plus de 3500 habitants. Donc voilà pour cette délibération.
de modification du PLU. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour terminer sur l'urbanisme, vous avez toutes les DIA qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc 7 DIA, dont 6 bâtis. Voilà. Marina Dupont, Solidarité. Alors, le compte-rendu de la commission Solidarité donc, vous a été adressé en même temps que la note de synthèse. Il s'agissait en fait voilà, de préparer le café village qui s'est tenu donc, au Fontenay pour le premier café village de ce mandat. Et puis également la préparation de l'animation, enfin des animations pour les aînés qui vont se dérouler donc fin septembre pour la première et le dimanche 3 et 10 octobre prochain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur donc le prochain café village aura lieu le 25 septembre à Blanche-Laune-Nord et à la Pajaudière. Voilà, donc vous êtes convivialement Juste, alors, Alain Bourgoin, juste Marina, est-ce que tu peux donner un peu des indications et s'il y a de la place encore pour les animations des dimanches? Peut-être que pour la presse, voilà. Oui, effectivement. Il nous reste des places pour les 3 animations, donc surtout pour celle du 26 septembre, où c'est un karaoké qui est proposé, donc adapté aussi aux personnes de cette génération, et des places également pour le spectacle de magie qui aura lieu le dimanche suivant, le 3 octobre. Pour le 10 octobre, c'est une animation avec des artistes rire et chansons. Donc 2 artistes, c'est quasiment plein, mais il reste quelques places aussi. Voilà. Donc pour tous les aînés de la commune de plus de 72 ans. Je vais poursuivre sur le bilan d'activité du CCS. Donc, Xavier Coutenceau. J'ai une petite question, parce que j'ai distribué plusieurs invitations, et les gens de 72 ans prennent des fois un peu mal le fait d'être considérés comme les anciens. Est-ce qu'il y aura une réflexion un jour sur l'âge auquel on s'adresse? Eh bien, 72 ans maintenant, j'ai un voisin qui a cet âge-là, et franchement, j'espère être en même état à 72 ans. Alors effectivement, j'ai rencontré moi aussi des personnes de 72 ans. J'en rencontre aussi tous les jours qui ont plus de 80 ans, qui sont extrêmement alertes. Après, j'ai moi-même donné à un des plus jeunes qui avait 72 ans, enfin un des nouveaux, et je lui ai dit, vous faites partie de nos très jeunes aînés. Et il l'a bien pris, parce que voilà, c'était un petit peu d'humour. C'est une question qu'on va se reposer, effectivement, qu'on peut se reposer en commission Solidarité. Nos aînés vieillissent très bien, et effectivement, à 72 ans, on ne peut pas dire qu'on est vieux, entre guillemets. C'est vrai qu'on dit nos aînés... Bon, voilà, peut-être que c'est synonyme de personnes âgées. Je crois si on les appelle pas comme ça aussi, c'est que voilà, on dit plus vieux non plus. Enfin, je sais pas. On se reposera la question en commission. Oui, Franck Besson. Oui, juste pour moi, j'en ai rencontré par contre qui ont 72 ans ou 73 ans et qu'ils attendaient de participer aussi à des actions. Donc il y a un peu de tout dans la population. Il y a ceux qui se sentent jeunes, mais il y a aussi ceux qui veulent sortir et qui ont besoin de sortir à cet âge-là. Donc je pense que... Et on en avait parlé dans les mandats précédents, c'est que voilà, d'augmenter aussi l'âge de participation, ça ferait aussi des personnes quand même assez âgées. Et c'est vrai que d'apporter, alors si on peut appeler ça une jeunesse dans ce genre de manifestation, je pense que quand même que c'est un bien aussi. Voilà, c'est tout, c'est mon avis. Maintenant, c'est à la commission de travailler dessus. Juste Marina, avant que tu fasses le bilan, donc au dernier mandat, on est passé de 70 à 72. On a augmenté de 2 ans au dernier mandat. Et on avait décidé de s'arrêter là, mais tout peut être remis en cause avec la commission, bien sûr.
Je vais vous présenter le bilan du CCS, donc de l'année 2020. Donc le CCS, le Centre communal d'action sociale, donc bilan de l'année passée 2020. Donc pour la composition du CCS, pour un petit rappel ou une information, le CCS est placé sous la présidence donc, du maire, Alain Bourgoin. Et donc le CCS est composé de 11 membres, donc 5 membres élus, donc Annie Bollard, Marina Dupont, moi-même, Pascal Glémin, Céline Plessis et Annie Vinet, plus 5 membres nommés au titre des personnes donc, participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social. Donc Carole Loisel était l'agent donc, qui assurait donc, toute la partie sociale au sein de la mairie. Carole, cet agent, est partie donc en retraite, toute jeune retraitée de quelques mois. Donc elle rencontrait les personnes en difficulté avant de les diriger vers les services sociaux. Désormais, donc c'est Madame Corinne Mouflin, qui est responsable service à la population, qui prendra cette mission. Les objectifs du CCS. Donc, ces objectifs sont d'instruire les dossiers de demande d'aide au conseil départemental, donc lors d'entrée en maison de retraite, des aides financières accordées aux Oudonnais, donc ça peut être sur le paiement des factures lors de difficultés, de distribuer également des bons alimentaires, de participer, là il y avait une participation financière contre la lutte, la lutte contre les termites. Bon là c'est assez spécifique, je crois que il y avait que très peu de foyers concernés. La veille sociale, donc pour les familles en difficulté éducative, donc des jeunes en rupture familiale ou scolaire. Participation également à l'adhésion loisirs pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 850 €. Donc les participations aux adhésions sportives, culturelles, que ce soit sur la commune ou autres. Donc pour terminer, même si ce n'est pas exhaustif, l'accueil en logement temporaire, donc sachant que nous avons un T1 sur Oudon et un T3. Au niveau du fonctionnement, donc au niveau des dépenses et des recettes, vous souhaitez que je détaille ? Oui, alors au niveau du global, donc en termes de dépenses, donc 13 212,94 €, donc sachant qu'il y a dans ce total 5 000 € de subventions aux associations à but donc humanitaire de la région d'Anceny. Et il y a des charges générales donc sur les logements temporaires de 3 309,35 €. Des aides, 3 580,87 €. Dans les recettes, on retrouve les allocations logement temporaire, 6 945 €, 48 centimes. Les loyers, 2 444,97 €. Subventions communales, donc de 3 969,50 €, pour arriver donc à un total de recettes à 13 359,95 €. Dans les dépenses des charges générales qui ont été donc qui s'élèvent à 3 309 €, nous retrouvons l'électricité EDF pour 1 986,32 €, l'eau chez Veolia donc pour 986,63 €, et la redevance incitative pour les logements temporaires, donc qui correspond aux déchets, 336,40 €. Toujours au niveau des dépenses, les aides directes, 3 580,87 €, qui se répartissent en 15 bons alimentaires pour 10 familles, de 983,96 € au total, et pour 1 627,41 € qui correspond au paiement de factures pour 4 familles. Donc ça peut être diverses factures de charges. En général, ce sont des charges également, soit l'eau, soit l'EDF.
Et puis, on retrouve les participations aux adhésions associatives ou entreprises privées. Donc voilà, ça peut être la musique, comme on le disait, mais aussi sportif, pour 15 enfants et 4 adultes sur la commune à hauteur de 969,50 €. Avez-vous des questions pour l'instant? Merci. Ensuite, on retrouve les dépenses donc liées, on parlait de subventions tout à l'heure d'un montant de 5 000 € en dépenses. Donc ce sont des sommes qui sont versées selon bien sûr une étude de dossier par le CCS. Un dossier qui, par exemple, pour les Restos du Cœur, ça correspond donc à 1 641 €. On a le nombre de bénéficiaires ou donnés. Voilà. Banque alimentaire, on a 60 €. Vacances et familles, on a 150 €. Saint-Vincent-de-Paul, 76 €. L'ADAR, la plus importante, 2 750 €. Voilà, l'ADMR, 209 €. ADT, 114 €. Au niveau des dépenses, on a aussi donc une somme de 1 182,72 €, dont 202,72 € Restos du Cœur 2018. Alors là, il y avait un reliquat, voilà. Et c'est surtout l'autre partie, c'est la partie famille, en fonction du nombre de familles. Et là, c'est une participation au local que Ancenis met à disposition. Donc c'est réparti ensuite sur les communes du pays d'Ancenis pour le local mis à disposition par la ville d'Ancenis. Voilà, c'est des charges au niveau de frais d'entretien du bâtiment. L'URSSAF, 180 € et 800 € donc de fonds solidarité logement. Au niveau des recettes maintenant, donc 13 359,95 €, dont 6 945 € donc d'allocation logement temporaire, 2 000 € de subventions communales, donc pour l'équilibre du budget CCS, 1 000 € de subventions pour les associations à vocation sociale, 969,50 € de subventions communes. Donc là, c'est la participation, on retrouve la participation pour les adhésions, loisirs, etc., sportifs. Participation de la redevance aussi de l'occupation du logement temporaire, donc ça, ce sont les loyers, de 2 444,97 €. Les 3 969 au milieu correspondent à la participation du budget communal vers le CCS. Il y a 3 subventions, la subvention d'équilibre, la subvention pour les associations à vocation sociale et la subvention pour la participation des licences, enfin adhésion. Voilà, donc au niveau du compte administratif 2020, au niveau donc du fonctionnement, les dépenses, donc 13 212,94 €, les recettes 13 359,95 €, donc résultat de fonctionnement 147,01 €, donc positif. Le résultat consolidé de l'année N-1, donc de 2019, 13 250 €, donc nous sommes sur un résultat de clôture à 13 397,01 €. Voilà, donc juste un rappel, donc le logement temporaire du T3 au 132 rue de Vieillecourt donc a été occupé par un homme seul avec 3 enfants en garde alternée du 29 août 2019 au 16 octobre 2020. Et depuis cette date, donc c'est une femme seule avec 2 enfants qui l'occupe, donc voilà, depuis le 22 octobre. En ce qui concerne le T1 au 134 rue d'Anjou, donc là c'est un homme seul qui l'a occupé du 18 novembre 2019 jusqu'au 31/12/2020. Voilà, avez-vous des questions? Nelly Hardy. Concernant les logements, y a-t-il une durée maximale en fait d'utilisation de ces logements temporaires? Alors, ce sont des conventions de... Alors, la première doit être de 4 mois renouvelables. Alors, logiquement, le nom, c'est temporaire. Donc, on essaie de ne pas renouveler. Là, si on regarde, ça a été à peu près 1 an. En général, les maximums qu'on renouvelle, c'est 2 ou 3 renouvellements, mais pas plus. Logiquement, le but, c'est de trouver autre chose entre-temps, quoi.
Voilà, il faut, en fait, ces personnes sont suivies par des assistantes sociales, etc. Et il faut que ces personnes soient remises, entre guillemets, dans la vie, dans de bonnes conditions, avec un travail, avec tout un suivi, et qu'elles soient en capacité de retrouver autre chose et que ça se passe bien pour elles. Donc, il y a tout un accompagnement derrière et ça rentre en ligne de compte lorsqu'on reprolonge la durée de ce loyer, de cette location. Est-ce que vous avez des questions? Moi, juste en remarque, 2020 par rapport, CCAS, on a eu très peu de demandes. Voilà, donc on verra peut-être en 2021 comment ça va évoluer, mais beaucoup moins de demandes de dettes d'impayés par rapport aux années 2017-2018, même voire 2019. Céline Plessis. Ouais, je voulais surtout préciser que les personnes qui occupent les logements temporaires sont incitées le plus possible à payer leur loyer. Elles payent leur loyer, donc ce n'est pas du logement gratuit. Et c'est important de le préciser, je pense. C'est 2400 et quelques dont parlait Marina dans les loyers payés sur les 2 logements. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel du CCAS 2020 tel que présenté. Merci Marina. Jeunesse, sport, loisirs. Alors on prend acte, mais il faut quand même voter. Donc faut voter. Donc pour cette prise d'acte du rapport du CCAS, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et donc, on va passer maintenant jeunesse pour loisirs. Et donc, Gilda Ono, c'est toi qui... Voilà, tu as la main. Il est rappelé que dans le cadre de la convention de mise à disposition d'un éducateur sportif, salarié de l'association OFIT-Gym, pour préparer et animer les activités sportives, dites sport senior oser bouger, le remboursement du salaire, toute charge patronale comprise à l'association, est fixé périodiquement. Il est proposé au conseil municipal de valider le versement d'une subvention à l'association OFIT-Gym au titre de la masse salariale générée par l'activité municipale sport senior, soit d'un montant de 1 187 € pour la saison 2020, période numéro 1 correspondant aux 11 séances. Donner délégation à Monsieur le maire et Madame Noël Perrouin pour faire le nécessaire en ce sens. Préciser que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Compte rendu de commission, est-ce que c'est... Voilà, ça a été envoyé. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte-rendu jeunesse et sport? Une partie qui a été présentée un petit peu tout à l'heure par Céline sur la cérémonie de vie active et sportive. Bertrand Pinel, environnement, patrimoine bâti et naturel. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, en commission EPBN, comme on dit, donc on avait abordé différents sujets. Je vais juste faire un petit rappel donc, sur le travail qui est mené actuellement sur le plan de gestion différenciée, donc, entre les commissions voirie, espace public et EPBN, avec la proximité très forte du service technique, puisque tout ça va nécessiter une mise à jour de ce plan et donc quelques travaux qui ont été planifiés par un groupe de travail qu'on a créé et qui va s'étaler donc sur 2021-2022. On a également discuté d'un sujet dont on n'a pas du tout évoqué, je pense beaucoup, en tout cas depuis le début du mandat, c'est le patrimoine bâti, qui est quand même dans le titre de la commission, et donc on s'est engagé donc, à commencer à travailler ce sujet, et d'ailleurs en lien donc, avec les premières remontées terrain, je pense qu'il y a eu des réflexions sur, par exemple, pour ceux qui connaissent, la fontaine des Godillons et le lavoir qui est juste en bas, le lavoir de la Primordière, ce qui va me permettre de faire un lien donc, avec le sujet suivant, donc, qui est
le travail commun qu'on veut refaire avec Nature Houdon, qui fête donc cette année ses 10 ans. Donc on a eu l'occasion de les inviter en temps convivial au domaine de la Pilardière. C'était une occasion de rencontrer les nouveaux bénévoles, de faire rencontrer aussi l'équipe du service technique qui travaille très en proximité avec cette association. Et donc Nature Houdon, donc cette semaine, je pense, est intervenue, si tout s'est bien passé, autour de cette fontaine des Godillons. Voilà. Et donc je rappelle aussi, donc le samedi dernier, on menait une action Jussi qui, comme chaque année, donc on s'aperçoit, je pense que malgré le fort investissement des bénévoles, on était encore 18, ça vaudra certainement un renfort pour 2022. Et puis enfin, un dernier focus sur ce que la commission a pu travailler cette année à travers le stage de mémoire de fin d'études de Marc-Étienne Doise, là, qui a terminé au 31 août, et donc par une conférence grand public dans cette salle même de la salle des Moissons, le 26 août dernier. Donc il y avait à peu près une trentaine de personnes de divers horizons, des experts comme des gens qui venaient découvrir. Et donc voilà, c'était plutôt un succès pour nous engager tous à avancer vers ce que demain pourrait être notre atlas de la biodiversité communale. Voilà, donc un travail qu'on souhaite poursuivre sur, là aussi, 2021-2022. Voilà. Et il n'y a pas de délibération. Merci Bertrand. Il y avait même des enfants, des collégiens à cette réunion. Anthony Bourreau. Oui, j'ai une question, Bertrand. Suite à la dernière intervention Jussi, comme on a vu que la Jussi restait encore très abondante, et c'est assez inquiétant cette fin d'année après le deuxième passage, on a évoqué la possibilité d'un troisième passage. Je voulais savoir si tu avais pu avancer là-dessus. Alors, comme moi évoqué le jour même, je sais tout le travail que ça demande en matière de concertation, d'engagement et de mobilisation de différentes forces vives, à la fois les deux associations. Alors j'ai mis très en avant Nature Houdon, mais n'oublions pas aussi les pêcheurs, la Blette houdonnaise, et puis les services techniques. Donc voilà, moi je n'ai pas plus avancé que ça. Il y a quelques personnes qui étaient présentes, qui s'étaient portées volontaires pour le faire. Attendons de voir si ça remonte. Moi, par contre, je pense qu'on en a parlé en bureau, on en reparlera aussi en commission. Je pense plutôt à faire une action coup de poing très tôt en 2022 avec des renforts peut-être mécaniques dans la mesure du possible, puisqu'il faut faire attention, le mécanique est risqué vis-à-vis du bouturage possible de la Jussi quand on casse les petits morceaux. Et puis le soutien possiblement de services experts, donc j'ai en tête, donc à travailler avec eux bien sûr, mais les services Compa, puisque c'est eux qui ont la compétence GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques. Voilà. Si tu... voilà. Moi, j'aurais conseillé de relancer activement l'hypothèse du troisième passage. Il y avait pas mal de gens motivés lors de la visite. Il y avait déjà, sur place, il y avait des gens motivés avec la possibilité de trouver d'autres bénévoles, parce que tout ce qui va rester tout l'hiver va vraiment avoir un impact sur l'année prochaine. Sachant que l'intervention mécanique est vraiment déconseillée. Et ce qu'il faudrait, c'est finir à la main cette année, au maximum, et l'année prochaine pouvoir prendre les petites boutures. Donc voilà, j'étais vraiment pour cette troisième intervention. Alors, je vais me permettre d'apporter des éléments de réponse. Sur la partie mécanique, entendons-nous bien, on commence à réfléchir avec quelques membres là, de l'association, plutôt sur l'enjeu motorisation et extraction une fois des bateaux vers, par exemple, un camion pour exporter, et plutôt un arrachage manuel à partir des bateaux et même dans l'eau, comme on a pu le faire cette fois-ci. Là, je trouve que ça a été plutôt efficace. Donc voilà, c'était ça l'idée mécanique. Et quant à l'organisation d'un troisième chantier, j'aurais tendance à dire « Je te passe la main, Anthony. À toi de jouer pour le mois d'octobre. Et je te soutiendrai bien sûr dans cette démarche. » Si tu me soutiens, pourquoi pas. Non, il me semble que c'est nécessaire. On va voir ce qui est possible. Je pense qu'il y a pas mal de bénévoles. Ok, merci à vous deux. Et donc, voilà, vous avez ce que vous avez à organiser. Okay. Donc, on continue. Jeunesse pour loisirs. Pardon. J'ai loupé quoi? Ouais, j'ai pas tourné la page. Vie locale et, en plus, c'est vrai. Vie locale et citoyenne. Donc,
Laurent Baudet. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 comptes rendus qui sont en cours, enfin qui vous ont été présentés. Je vais commencer par dans l'ordre inverse, parce qu'en fait, on avait une question citoyenne qui a été inaugurée aujourd'hui. Donc, on avait fait, on les a récupérés et puis on les a sélectionnés. Je passe la poste, c'est un gros sujet, et on a les informations élections, sachant que on a décidé pour les élections présidentielles, donc du 10 et 24 avril 2022, et pour l'élection législative du 12 et 19 juin 2022, de faire comme on avait fait cette fois-ci, sachant qu'on ne sait pas en fait dans quel état sanitaire on sera, donc de faire les 3 bureaux dans la salle de sport. On a évoqué même, vu que la commune grossit, de peut-être faire un 4e bureau. Enfin, ça, c'est des choses qui ont été... Donc, on verra. Et ce ne sera pas pour les élections, pas pour ces élections-là, mais pour les suivantes. Et il y a un gros sujet qui est le sujet de la Poste. On a travaillé au mois de juillet, il y a eu divers rendez-vous avec la Poste, et on a, pour pouvoir voir si... comme vous savez tous, en fait, les heures de présence de la Poste se réduisent de plus en plus. On ne parle pas de fermeture de la Poste, mais plutôt d'une réduction. Donc, en fait, le service est entre guillemets, pour nous, est de moins en moins rendu. Je pense que pour les données, c'est la même chose. Et donc, du coup, on étudie des pistes pour peut-être que ce service postal soit intégré dans la mairie, dans les locaux de la mairie ou autre. Et donc voilà. Donc vous avez reçu, il y a des plans, on a quand même déjà pas mal avancé, parce qu'on veut vraiment se préparer et savoir et être prêt quand les décisions de la Poste sera prise. Donc voilà. Donc il y a on a pas mal avancé au niveau organisation, au niveau plan. Vous avez vu, vous avez des plans. Sachant que le bâtiment de la Poste actuel appartient à la mairie. Donc voilà, on a différentes possibilités, et sachant aussi que la mairie, on doit pousser les murs aussi. Donc en fait, bon, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc si vous avez vu, on a évoqué la possibilité d'avoir en fait le bureau postal. Je ne sais pas si est-ce que vous avez, au niveau des questions, vous avez des questions au niveau des plans par exemple, pour voir une entrée à part en fait sur le côté de la mairie. Je ne sais pas si vous avez regardé le compte rendu. Alors, on va faire un conseil informel sur le sujet. C'est un gros sujet. Vu que c'est un gros sujet, je sais qu'il y a pas mal de hauts donnés qui s'interrogent sur ce sujet-là, et nous tous. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Avant de te donner la main, Xavier, donc je vais compléter. Donc conseil informel le 13 octobre, hein, pour voilà. Donc hein. Le 6. On va reconfirmer la date. Voilà. Conseil informel où on va pouvoir débattre librement de toutes les possibilités et du travail de la commission. Et une deuxième chose qui n'a pas en regard avec la Poste, mais le point que tu as dit précédemment, je vous rappelle que pour les élections, vous êtes mobilisés, hein, vous êtes élus, et donc vous êtes disponibles pour les 4 dates qui ont été mentionnées juste avant par Laurent pour les élections. On aura besoin de tout le monde aussi. Hein. Voilà. Xavier Coutenceau. Oui, merci. Voilà. Je rebondis sur ce qu'a dit... C'est pas simple d'enlever le masque avec les lunettes. Sur ce qu'a dit Laurent, beaucoup de Doudonnais s'inquiètent. Il y a eu un collectif qui s'est créé. Ils en sont à quasiment 2000 signatures. Il y a une demande d'audience publique auprès de la mairie, donc je voulais savoir s'il y avait déjà quelque chose de prévu pour recevoir ce collectif ou pas. Alors, on a prévu une date pour recevoir d'abord la personne à l'origine de ce collectif. Ensuite, on a le conseil informel. Et ensuite, on recevra, à la suite du conseil informel, pour qu'on puisse discuter tous ensemble, on recevra quelques personnes de ce collectif. On ne recevra pas les 2000 personnes, on recevra quelques personnes. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la vie locale et citoyenne ? On va pouvoir passer au développement économique local. Anthony Corabeuf. Tu peux enlever ton masque. Oui.
Bonjour à tous. Donc, vous avez reçu donc, le compte-rendu avec la note de synthèse. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, ça a dû être très clair pour tout le monde. Eh ben, merci. Donc, je salue le départ de Céline. Et donc, si on n'a pas de délibération, mais maintenant, il y a un pouvoir à Séverine. Voilà. Voirie espace public, pardon. Voirie espace public, donc Christophe Plantive. Bonsoir à tous. Bon, vous avez tous eu le compte-rendu. Y a-t-il des questions? Parce que je ne vais pas tout détailler. Il y a eu quelques modifications sur la route Fouchard pour ce qui est prévu pour les pavés qui ont été refusés. Ça va passer en... Alors, ça devait être en Roxane, maintenant ça passe en Asquodal. C'est un peu plus cher, mais on va réduire l'espace pour avoir au même tarif. Autrement... Bon, après, il n'y a pas... je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. S'il n'y a pas de questions sur les comptes rendus... Juste là, c'est un petit peu technique, le nom des pavés. Marina Dupont. Pardon, je me suis précipitée. Juste sur les pavés, en fait, comme c'est un petit peu technique, les noms, en fait, c'est une incidence sur la matière, la couleur, le changement, c'est... Le changement, c'est les bâtiments de France. Enfin, oui, c'est les bâtiments de France qui ont refusé la matière. Alors, ils veulent du pavé, du vrai pavé. Alors, ça va nous coûter un... C'est du pavé, oui. Alors, j'ai juste précisé ce que c'est. Franck Besson. Ouais. Donc, en fin de compte, c'est des pavés, mais qui sont coupés au laser. Donc, ce n'est pas des pavés cubiques, hein, c'est vraiment des plaques de pavés. Donc, ça ne devrait pas faire beaucoup de relief. Et comme le dit Christophe, c'est un peu plus cher à mettre en œuvre. Donc, les surfaces qui étaient prévues au départ, eh bien, elles vont être diminuées parce que, voilà, pour ce chantier-là, il faut essayer de rester dans le budget. Et ça, c'est d'une demande, comme tu le disais, des bâtiments de France. Voilà. Donc, on a essayé de trouver un compromis là-dessus. Et Marina Dupont, pardon. Au niveau de la couleur, tout à l'heure, au niveau de la couleur de l'enrobé de la rue Alphonse Fouchard, on a parlé de vieillissement au niveau des travaux, de vieillissement de la chaussée. Est-ce que la couleur va rester la même ou pas? La couleur reste la même, sauf qu'on voit un tout petit peu plus les petits graviers, les petits cailloux ressortir. Ouais, c'est plus lumineux, enfin on verra, ça fait moins noir qu'à l'heure actuelle, voilà. C'est bon? Donc on va passer bâtiment accessibilité, Franck Besson. Alors, la commission bâtiment, j'ai ça ici. Donc, le groupe scolaire, bien sûr, comme tous les ans, des travaux ont été effectués pendant l'été. Donc, dans notre programme de rénovation de classes, eh bien, 2 classes ont été rénovées cette année, hein, pour un coût de 4 717 €. Donc, il y a des photos, si je ne sais pas si elles peuvent passer. Voilà, donc les couleurs sont choisies par les institutrices ou instituteurs quand il y en a. Il y a aussi à venir, parce que là il y avait des problèmes de fourniture, il va y avoir des volets roulants qui vont être remplacés aussi. Alors il y avait aussi un gros report là, au niveau des travaux électriques, c'était au niveau du TGBT, donc c'est un peu technique, mais pour une mise aux normes. Donc il y avait une note assez salée. Moi j'en ai reparlé aussi aux responsables des services techniques. Donc on reparlera de ce sujet-là en commission bâtiment, parce qu'en fin de compte, on a réfléchi avec le projet à venir vous savez, de l'économie d'énergie. Peut-être que ça remettra en cause ce TGBT-là, donc autant faire des choses peut-être à minima pour se mettre aux normes, et puis peut-être qu'une
une rénovation du TGBT sera peut-être plus complète lorsqu'on changera peut-être de chauffage ou autre. Enfin bon, ça à voir plus tard. Sinon, le dispositif CEP est acté au niveau du CIDELA pour l'économie d'énergie. Eh bien, ça a été repoussé de quelques mois. Hein, le délai légal a été repoussé. Nous avons eu aussi, pendant ces derniers mois, de la rénovation de logements communaux, donc 2 logements sous la mairie au niveau du Chêne, là, et 1 au niveau des locatifs Fouchard. Donc voilà, donc on dépasse un peu le budget cette année, hein, mais bon, ça dépend des départs de locataires, puisque là, en l'occurrence, on avait des locataires qui étaient très anciens, enfin des logements très anciens, donc on a été obligé de les refaire. Donc généralement, on met 20 000 € par an. Là, on dépasse un peu, mais si ça se trouve l'année prochaine, on mettra moins. Donc voilà, c'est pas facile de jauger. Point sur les travaux pôle sportif. Donc là, la commission s'est rendue sur place. Vous voyez quelques photos intérieures et puis vous verrez aussi extérieures. Donc ça se passe pas trop mal. Je dirais même bien, puisque au départ, on parlait de report peut-être de délai supplémentaire. Et puis en fin de compte, non, les matériaux sont arrivés. Donc on devrait faire le sol sportif dans les temps impartis, puisque pour rappel, ce sol sportif doit être coulé à des températures au-delà de 12 degrés, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Sinon, travaux microcrèches. Donc ça, c'est quelque chose qui est en attente. Enfin, en attente. C'est une attente de l'association pour rénover, enfin, pour agrandir ce lieu. Donc là, on était en demande de devis. Donc ça y est, on a reçu, parce qu'en période estivale, les devis, c'est pas évident, même en période non estivale. Donc ici, on a récupéré tous les devis la semaine dernière. On va voir avec les entreprises les possibilités concernant le délai de réalisation, et on va se rapprocher, bien sûr, de l'association, parce qu'il y a quelques travaux qui peuvent se faire en dehors de pendant l'activité de la microcrèche, mais il y a une partie où il faut que la microcrèche soit à l'arrêt. Donc c'est, on va dire, 2 jours maximum. Alors on verra avec eux s'il y a possibilité de faire ça pendant des journées pédagogiques, enfin bon, à voir avec eux. Hein. Donc ça, ils vont avoir de nos nouvelles assez rapidement. Voilà, et puis on a eu, alors ça j'ai mis ça en divers parce qu'on a eu ça au dernier moment. On avait prévu dans le budget de refaire les plafonds du foyer des jeunes et également l'isolation s'il y a besoin, parce que ça, on le verra quand on découvrira les dalles. Donc on est là pour 5 567 €. Voilà, donc des travaux cet été qui ont été réalisés sur les bâtiments communaux. Avez-vous des questions sur ce compte-rendu? Bon, ben, on va passer à la suite. Donc c'est maintenant la gendarmerie, comité technique de la gendarmerie. Donc on a eu un comité technique avant les vacances, le 12 juillet exactement. Donc là, en fin de compte, ce comité technique, c'était vraiment de travailler vraiment au détail près, puisqu'on est en dossier pro. Hein, donc là, vraiment, on va dans le détail. Donc c'est des échanges entre, bien sûr, l'architecte et puis ceux qui utiliseront les lieux, c'est-à-dire la gendarmerie. Voilà, donc comment? Et nous, bien sûr, hein, mais voilà, on échange là-dessus, mais voilà, ça reste quand même à la marge. Sinon, il y a eu un dernier comité technique qui s'est fait hier, je pense, oui, hier. Donc là, c'était plutôt pour parler faune-flore. Donc le compte-rendu n'a pas été écrit, donc on fera ce compte-rendu le prochain conseil au mois d'octobre. Voilà, avez-vous des questions sur ce dossier? OK. Et puis, alors, s'il y a un petit point, je crois, sur les avenants. Donc, au niveau...
pôle sportif, donc comme on le fait assez souvent, un petit point sur les avenants positifs et négatifs. Donc on en a un négatif, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, de quasiment moins 4 000 €. Ça c'est dans le lot gros œuvre désamiantage. Donc moins-value sur l'isolation carpassage au bardage en façade sud. Donc voilà, c'est des termes techniques, mais bon, ça nous coûte moins cher. Voilà. Et puis par rapport à l'autre fois, on a aussi une plus-value de 1 852 € sur du revêtement de sol scellé. Donc ça, c'est plutôt un oubli de la maîtrise d'œuvre. Donc c'est réglementaire, donc voilà, il y a un petit rectificatif. Et puis il y en a un qui est un peu plus conséquent de 8 893 €, mais celui-ci il est encore pas acté complètement. Il y a des questionnements au niveau de la menuiserie intérieure bois là, donc il faut le comité technique a demandé des précisions là-dessus, donc c'est pas sûr qu'on prendra peut-être une partie de cet avenant, mais de cette plus-value, mais pas sûr. Donc de toute façon, au prochain conseil, on aura d'autres points sur ce dossier pour voir où on en est. Mais bon, pour un dossier à plusieurs millions d'euros, on a des avenants qui sont tout à fait négligeables. Voilà, merci. Merci Franck. Ouais, 1,8 million et c'est les premiers avenants, donc pour l'instant le marché est très bien tenu. Bertrand Pinel. Oui, une question s'il vous plaît, monsieur l'adjoint au bâtiment. En matière de transition écologique, et donc il y a un volet énergétique, il y a tout un volet donc consommation énergétique de nos bâtiments. Je pense que la commune s'est mise sur les rangs de réaliser un diagnostic de nos bâtiments en lien avec les services compétents du CIDELA. Ils nous ont annoncé, je crois, un retard. Est-ce que tu en sais plus concernant le calendrier de réalisation de ce diagnostic, s'il te plaît? Alors non, j'ai juste l'information que le délai a été repoussé de quelques mois, c'est tout. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, mais ça, c'est au niveau national, hein, c'est pas voilà. Donc, j'en sais pas plus. Mais bon, ça devrait pas trop traîner maintenant, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va arriver à diverses informations. Donc, une première information, on voulait vous passer, parce que c'est beaucoup plus simple que de faire des grands discours et d'expliquer ce que veut faire. Actuellement, il y a des travaux sur la Loire pour rehausser le niveau. On va vous présenter le film qui a été fait par VNF pour expliquer les travaux prévus sur la Loire. Si ça va bien lancer, j'espère. C'est bien, c'est ça. Je regarde juste parce que normalement... Oui, pardon. Hop. Si. Ils entendent. Ah, pardon. Vous ne l'avez pas à l'écran, je crois le son. Excusez-moi, on va faire Windows P. Dès la fin du XIXe siècle, d'importants aménagements ont été réalisés en Loire afin de favoriser la navigation. Plus de 700 épis, d'huis et chevrettes ont été créés entre les ponts de Cé et Nantes.
Ces aménagements en enrochement, placés perpendiculairement au fleuve ou barrant les bras secondaires, ont pour but de concentrer l'écoulement de l'eau dans un chenal unique. Couplés à l'extraction industrielle des sables en seconde partie du XXe siècle, ces aménagements ont bouleversé la morphologie et le fonctionnement hydraulique du fleuve. Des phénomènes majeurs se sont alors produits. Érosion et enfoncement du lit, baisse des niveaux d'eau, déconnexion progressive des annexes fluviales. Le niveau d'eau pendant l'étiage, lorsque le niveau de la Loire est le plus faible, s'est abaissé d'1 mètre au pont de C et de 4 mètres à Nantes. La pente de la ligne d'eau a donc été augmentée, accélérant encore l'érosion. Cet enfoncement a des conséquences sur l'environnement. Les bras secondaires et annexes fluviales sont submergés moins souvent et asséchés sur des périodes plus longues que dans le passé. La végétation s'y développe, les cycles biologiques des espèces sont perturbés. Les usages de l'eau et les activités autour de la Loire ont également été impactés. Le front de salinité est remonté vers l'amont au fil des décennies. L'agglomération nantaise a dû déplacer son captage d'eau potable. Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire entre les ponts de C et Nantes est le fruit d'une réflexion collective menée depuis de nombreuses années. Il répond aux objectifs du plan Loire Grandeur Nature. Les acteurs du territoire ont défini ensemble des principes d'intervention. La maîtrise d'ouvrage du projet a été confiée à Voies navigables de France. Cette démarche a été présentée en concertation publique en 2018. Le projet prévoit des interventions sur 3 secteurs. Entre Montjean-sur-Loire et Ingrande-le-Frêne-sur-Loire, entre Année et Houdon, le secteur de Bellevue à Saint-Lô-sur-Loire. Le programme de rééquilibrage s'appuie sur 2 grands principes d'action. Les épis seront remodelés pour les abaisser, les raccourcir ou les supprimer, donnant ainsi plus d'espace et de mobilité à la Loire. Le sable piégé sera libéré pour qu'il se dépose au fond du lit. Les ouvrages barrant l'entrée des bras secondaires seront également supprimés ou abaissés pour favoriser leur mise en eau. À Bellevue, une zone de transition sera réalisée entre la Loire estuarienne aval, profonde et chenalisée, et la Loire en amont, à restaurer. Un duit transversal et longitudinal à l'écoulement sera créé. Il orientera le courant vers le chenal nord. Des ouvrages attenants seront également construits pour éviter l'érosion des berges, en rive droite notamment. Ce secteur est soumis à la marée. L'ouvrage de Bellevue aura pour but de réduire la pente de la ligne d'eau en relevant la ligne d'eau d'étiage marée basse à l'amont. Il n'aura pas d'impact sur la marée haute, sur les débits de crue et sur les niveaux d'inondation. L'ouvrage permettra également de réduire la vitesse du courant, favorisant le dépôt de sable en amont. Combiné au remodelage des épis, la réhausse des fonds sera plus efficace et plus rapide. La combinaison des actions doit permettre d'atteindre les objectifs suivants. Dépôt de 1,5 million de mètres cubes de sable supplémentaires au fond du lit, progressivement d'ici 50 ans, permettant une réhausse des fonds de 30 cm à 1 mètre selon les secteurs, et entraînant le relèvement des lignes d'eau jusqu'à 1,80 m à l'amont de l'ouvrage de Bellevue, en période d'étiage, sans incidence sur les crues. Reconnexion des bras secondaires au fleuve à plus de 90% du temps, diversification des habitats, favorable à la faune et à la flore ligérienne. Des modèles numériques complétés par une maquette du secteur de Bellevue ont permis des projections jusqu'à 50 ans après la mise en œuvre des actions. Un programme de suivi des effets du projet sera mis en place après réalisation des travaux sur plusieurs années. L'enquête publique, préalable à l'autorisation environnementale pour la réalisation des travaux, se déroulera au premier semestre 2021. Les travaux devraient débuter dès septembre 2021 sur le secteur le plus à l'amont, en fonction de la date de l'autorisation administrative. Ils débuteront en 2022 sur le secteur B et en 2023 sur le secteur C. Ce projet phare du contrat pour la Loire et ses annexes, d'une valeur estimée à 42 millions d'euros, est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Pays de la Loire, l'Union européenne et Voies navigables de France. La Loire est notre bien commun.
Nous devons trouver les solutions durables et partagées pour l'aider à retrouver son équilibre. Voilà, donc un gros chantier voilà, en 3 phases. Alors, il y a eu une pétition de professionnels qui utilisent la Loire pour que les phases changent de sens. Pour commencer plutôt par Bellevue pour voir ce qui se passe. Mais bon, après, voilà, donc ça a été transmis. Je ne sais pas derrière s'il y a eu des répercussions sur le calendrier prévu par VNF. Ouais. Autre information. On a reçu une lettre de préfecture, la libération de la taxe foncière. Ouais, donc de la préfecture, que les propriétaires qui avaient exonéré de loyer les commerces qui avaient été fermés par fermeture administrative pendant la crise sanitaire pouvaient demander une exonération de taxes foncières sous réserve que les communes la passent en conseil municipal. On a reçu ça il y a une semaine, le 4 septembre, et c'est à prendre avant le 1er octobre. Donc comme c'est le seul conseil municipal avant cette date-là, donc on en parle quand même en information. On s'est renseigné auprès de la Compa par rapport au dispositif de soutien qui avait été fait par la Compa pour les professionnels. Donc là, j'ai mis le total sur la Compa. Au total, donc 206 entreprises du pays d'Anceny ont été soutenues par la Compa. Et donc, j'ai eu un total de montant de versé par la Compa de 676 000 €. On est la seule. Non, il y a Nantes Métropole, mais Nantes Métropole avait un plafond à 750 €. Nous, on avait un plafond à 1 000 €. Donc, on est la seule avec Nantes Métropole à avoir mis en place ce dispositif d'aide. Donc, voilà, pour un montant de 676 000 €. La Compa est une communauté de communes riche et c'est très bien qu'elle ait pu en profiter pour soutenir tous nos professionnels. Donc, sur la commune d'Oudon, tous les commerces qui avaient été fermés administrativement ont eu cette aide de la Compa. Donc ça veut dire que pour avoir cette aide de la Compa, il fallait avoir une quittance de loyer. Donc ils ont tous, aucun n'a été exonéré de loyer par les propriétaires. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à passer ces délais-là. Après, il faut dire que si on prend ces délais-là, c'est des recettes en moins, bien sûr, pour la commune. Mais bon, là, il n'y a pas de... Ils ont tous bénéficié d'une aide, donc il n'y a pas de problème pour ne pas la passer. Voilà, donc c'était en information. Si par hasard, certaines communes vont dire on la passe, nous, on n'a pas besoin de la passer, tous les professionnels ont été aidés. Dernier point, est-ce que vous avez des... J'aurais pu mettre ça en questions diverses. Est-ce que vous avez des questions diverses? On va terminer par voilà, donc la fin du conseil. En agenda, vous remarquerez les conseils. Donc le prochain est un jeudi. On avait convenu d'un jeudi parce que c'est les 2 semaines suivantes, ce sont les vacances de la Toussaint. Donc on avait dit qu'on faisait le conseil le jeudi. Et on le fera à 20h30 pour des questions de commodité par rapport aux élus. Et donc le 10 décembre, après 20h30. Et 20h15, la question citoyenne. Voilà, bien sûr. Merci à tous. Fin de je clôt ce conseil municipal, le premier en audio. Merci à tous.